Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation au logiciel Proteus. Cette vidéo est une suite de la vidéo précédente qui est sortie sur comment utiliser les optocoupleurs dans une alimentation à découpage, comment effectuer la liaison dans le feedback, on appelle cela le feedback dans la boucle de contrôle ou la boucle d'asservissement d'une alimentation à découpage. La dernière fois, dans les dernières vidéos d'alimentation à découpage qui ont été réalisées sur la chaîne, cette boucle d'asservissement avait été réalisée au moyen d'un pont diviseur additif et les masses étaient interconnectées entre le côté primaire et le côté secondaire de notre alimentation pour pouvoir effectuer une mesure de tension et pouvoir effectuer l'asservissement. Sauf que le défaut de cette méthode-là, c'est que les masses étant interconnectées, vous pouvez avoir un choc électrique en touchant une tension ici, dans un choc électrique d'une ampleur équivalente à la source d'entrée parce que si les masses sont interconnectées, les chocs électriques peuvent, en cas de défaut électrique ou en cas de choc électrique, vous pouvez être électrifié à hauteur de la tension d'entrée, donc ce qui n'est pas très sécurisant. Maintenant, aujourd'hui, nous allons donc intégrer dans le schéma de l'optocoupleur que nous avons vu dans la précédente vidéo au schéma de notre alimentation à découpage et expliquer comment est-ce que vous pouvez adjoindre ça à un microprocesseur. Donc déjà, je pense que nous n'avons plus besoin de présenter la structure typique d'une alimentation à découpage qui est une sous-tension fusible, varistance pour la protection des surtensions, fusible contre les coups sécures, les surintensité, ou les appels trop brusques de courant, inductance, filtrage de parasites, 100 picofarad déparasitage, pont diviseur, pont de diode, redressement. Il y a la NTC, mais on ne l'a pas mis. La NTC de Proteus se simule très mal. Bon, là maintenant, il y a la capacité de filtrage. Après les capacités de filtrage, nous arrivons au transformateur. Jusque-là, toujours pas de problème. Transformateur, il y a le transistor de découpage MOSFET, la résistance en série pour ne pas attirer un courant trop grand, résistance de 100 ohms. Car si ce transistor, ça va nous appeler un courant infini, bien sûr. La résistance R2, résistance de protection des grilles du transistor MOSFET pour être commandé à haute fréquence. Après, la diode en antiparallèle de roue libre et le circuit de décharge de l'énergie emmagasinée par le primaire du transformateur lors des phénomènes transitoires, je vais dire. Après le secondaire, il n'y a pas bien grand chose d'étonnant. Une diode, prenez essentiellement une diode ultra rapide. Des capacités de filtrage quelques voltmètres. Jusque là, on est bon. Maintenant, pour alimenter, donc, en supposant que vous utilisiez une carte de programmation pour contrôler le découpage de votre alimentation à découpage, là, on a une résistance donc, qui prend la tension redressée filtrée, qui sera d'amplitude 311. Bon, ça dépend si vous démarrez avec un 220. Maintenant, si vous démarrez avec 120 volts, vous serez aux alentours des 170. Maintenant, 220 volts, ça sera 311 et quelques. Maintenant, vous prenez ces 320 là, 311 volts là, oui, vous passez par une résistance, celle R9, 68 kg, ça peut être 50 kg, ça peut être 100 kg, juste une résistance qui va, en fonction de la circulation de courant ici, créer une chute de tension assez importante pour ne pas envoyer ici une tension trop grande. Maintenant, cette tension-là arrivant donc ici, on peut la faire passer donc, à travers C8. Donc, on va la magasiner ici jusqu'à ce qu'elle atteigne le seuil limite, le seuil pour effectuer donc qu'est-ce que j'avais dit, pour effectuer la conversion donc jusqu'à 5 volts. Donc cette conversion est effectuée jusqu'à 5 volts. Alors là on a un 100 nano, oui. Ces 5 volts là servent donc à alimenter le microprocesseur, l'Arduino. Bon, vous pouvez adjoindre son circuit de recette et d'autres circuits de protection, ça dépend de vous. Donc, vu qu'il alimente l'Arduino maintenant qui a un programme déjà intégré, va commencer à exécuter le programme et va envoyer les impulsions de découpage sur la grille du transistor MOSFET. Celui-ci va commencer à se fermer et s'ouvrir pour créer un signal, une onde carrée qui sera placée, une onde alternative carrée qui sera donc envoyée au primaire du transformateur.
Donc, à chaque fois quand il se ferme, l'inductance ici se charge et transmet une partie de l'énergie de l'autre côté. Maintenant, après, quand il souffle, maintenant, cette énergie qui s'est chargée ici se décharge maintenant via celui-ci et renvoie encore un petit substitut ici. Donc, c'est un phénomène transitoire. Alors, il est important donc de décharger donc, cette énergie emmagasinée. Donc, une fois l'énergie transférée de l'autre côté, la tension est créée, les capacités accumulent dans la tension. Et donc, quand ces capacités accumulent maintenant cette tension, il se crée une légère tension ici. À ce niveau-ci, à la sortie, il se crée une légère tension. Cette légère tension-là, maintenant, est envoyée à notre circuit de vérification. On a expliqué comment le circuit d'optocoupleur fonctionne. On va supposer que la première impulsion de l'Arduino a créé, on va dire, 1 millivolt, donc presque rien. Ces 1 millivolt là sont arrivés au niveau d'ici. Pour un diviseur résistif, ça fait 0 volt à ce niveau 0. On envoie 0 là. Maintenant, quand ces 0 volts arrivent ici, donc si on a 0 volt ici, ça veut dire qu'on a 0 à ce point-ci, on a 0 sur la gâchette ici. Donc, le TL431, comme dit dans la précédente vidéo, n'a pas besoin d'induire une conduction inverse ici. Une conduction inverse. Donc, il n'a pas besoin d'induire une conduction inverse ici. Et vu qu'il n'a pas besoin d'induire une conduction inverse, il n'y a aucun courant qui circule dans cette diode-ci. Et là, nous n'avons pas de polarisation pour le phototransistor. Et cette pas de polarisation là n'induit aucune circulation de courant venant de Arduino, ce qui signifie que cette résistance à 220 ohms n'aura pas de tension à ses bornes qui ira maintenant ici sur l'entrée analogique de la carte signalée. Donc cette information prise en compte dans votre programmation, j'insiste bien, si elle est prise en compte dans votre programmation, vous pourrez moduler les impulsions et demander à l'Arduino d'augmenter la fréquence des impulsions pour lui dire envoie plus d'impulsions, il n'y a pas de tension en sortie. Donc ce que l'Arduino fait, c'est qu'il envoie des impulsions avec des largeurs plus grandes. Oui, j'allais dire avec des largeurs plus grandes. Donc il agrandit la largeur des impulsions. Si c'était, je dis peut-être quelque chose, si c'était peut-être 70%, peut-être si c'était 10% de temps haut et 70% de temps bas, donc je vais prendre 10% temps haut, 70% temps bas, 10% temps haut, 70% temps bas. Maintenant, il va essayer de monter peut-être, je sais pas, en fonction de votre programmation, peut-être à 15% de temps haut, peut-être à 12% de temps haut, mais ça va dépendre de votre programmation. Donc, plus il va faire monter, on va supposer que tout se passe bien. Bon, dès que tout se passe bien et on dit par exemple, disons-nous peut-être à 30% peut-être de rapport cyclique, en sortie nous avons peut-être 5 volts. Bon, quand nous avons 5 volts, non, on va dire en sortie nous avons peut-être 8 volts. Dès que nous avons 8 volts à ce niveau-ci, ces 8 volts là qui sont continus ici parce que c'est filtré encore, donc ces 8 volts là se retrouvent à ce niveau-ci. Les 8 volts se retrouvent à ce niveau-ci. Et il y a 4 volts entre R6 et 4 volts à R5. Donc les 4 volts qui sont à R5 maintenant, le TL431 veut avoir 2,5 volts à ce niveau-ci. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il commence à conduire en inverse et commence à pomper du courant qui circule par R7 et polarise donc, polarise donc la diode de l'optocoupleur en direct. Donc, dès qu'il polarise cette diode de l'optocoupleur en direct, cette diode se met à briller et elle-même polarise le phototransistor qui lui-même induit une circulation de courant. J'insiste maintenant que dans votre programmation, vous devez demander à la carte Arduino de maintenir une tension de 5 volts à ce niveau-ci. Maintenant, dès qu'il induit donc une polarisation du phototransistor, les 5 volts qu'Arduino a imposés ici créent une circulation de courant qui passe dans cette résistance-ci. Et maintenant, en fonction du courant qui traverse cette résistance-ci, la tension-ci aura plus ou moins l'habitude de varier. Et cette variation-là va être détectée donc par votre pin analogique de la carte Arduino qui va lui dire par exemple, oui, il y a 8 volts en sortie, peut-être nous voulions 10 volts, on va moduler les impulsions, on va changer les largeurs d'impulsion en fonction de cela, jusqu'à ce qu'en sortie, on ait un asservissement qui tende à 10 volts. Donc, j'espère que c'est un peu clair de votre côté. J'espère que c'est un peu clair de votre côté. Donc, c'est ça un peu le jeu avec l'optocoupleur. Donc, pour ceux qui veulent travailler l'optocoupleur avec des microprocesseurs programmables, voilà donc la méthode que vous pouvez utiliser. Parce qu'à chaque fois, si par exemple ici en sortie, on veut avoir 12 volts, on va moduler, donc on va
augmenter la largeur des impulsions ou peut-être la réduire, la largeur des impulsions qu'on envoie au transistor MOSFET, on va augmenter ou réduire cette largeur d'impulsion pour que ici on puisse lire une information de tension qui correspond en sortie à 12 volts. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, il est très important maintenant ici de noter qu'il y a une isolation galvanique entre le côté primaire qui est ce côté-ci. Si on prend le côté primaire, le voici, et le côté secondaire qui est celui-ci. Il y a une isolation galvanique. Si vous regardez bien de ce côté-ci, partout j'ai un symbole de masse ou de terre différent de ce côté-ci, du côté de charge. Donc les symboles de masse sont totalement différents. Les symboles de masse sont totalement différents. Donc il faut noter ce détail-là. La dernière vidéo dans laquelle nous avions réalisé le feedback, nous avions juste placé un pont diviseur résistif et nous avions interconnecté les masses. Cela peut se faire, ça fonctionnera, mais comme dit en début de vidéo, ce n'est pas très prudent, surtout s'il y a des risques d'électrocution ou d'électrisation. Maintenant, cela étant donc fait, il est important de noter, comme dans la dernière vidéo, ce circuit-ci n'a pour but que de réduire les parasites. Les éléments importants, c'est ceux-ci et cette résistance-ci. Qu'est-ce qu'il y aurait encore eu à dire? La fréquence de commande maintenant, la fréquence de commande ici, ça va dépendre vraiment de la fréquence que vous allez choisir. Peut-être vous pouvez choisir cette fréquence en fonction de votre transformateur ou en fonction de certaines normes ou de certains phénomènes de perturbation électromagnétique. Donc vous pouvez choisir ceux qui vont choisir 1 kHz, ceux qui vont choisir 30 kHz, la majorité des fréquences. Les fréquences d'oscillation, ce sont les fréquences généralement de 30 kHz. Si vous choisissez 30 kHz pour commander au transistor MOSFET, c'est libre à vous. Le paramètre sur lequel on va jouer pour la tension, c'est plutôt le rapport cyclique. Donc, le rapport cyclique de découpage. Donc, c'est le rapport cyclique qui va jouer pour l'asservissement de la tension de sortie. Donc, vous voyez que le jour qu'on aura ici, par exemple, 14 volts, les 14 volts se divisent ici, 7 volts sur la résistance R6, 7 volts sur la résistance R5. Les 7 volts se présentent donc à la grille, donc sur la gâchette, autant dit pour moi, du TL431. Et comme 7 volts dépasse 2,5 volts, le TL431 se met à conduire en inverse et impose un courant ici qui polarise la diode à un certain niveau, qui lui induit une circulation de courant plus ou moins importante dans la résistance R8 ici. Et qui maintenant crée une tension qui peut être lue donc par la pin analogique de la carte de programmation pour cette fois-ci, cette tension peut être interprétée donc par la carte Arduino et moduler les impulsions en conséquence. Donc ce qui veut donc dire quoi? Ce qui veut donc dire que dans votre programmation, si vous voulez une consigne, vous pouvez assigner une consigne à la tension. Vous pouvez dire que vous pouvez écrire votre programme et placer une condition sur cette programmation-là. Ce n'est pas vraiment une programmation complexe à faire. J'y ferai probablement une vidéo pour vous montrer comment vous pouvez écrire ce code-là. Mais ne comptez pas simuler dans Proteus. Parce que je ne sais pas, quand je lance des simulations aussi importantes, bon, dites-le moi en commentaire s'il y a une erreur de ma part, mais quand je lance des simulations généralement aussi volumineuses, le logiciel me parle de... c'est quoi déjà le mot? Il me parle d'occupation de processeur et que il y a trop de calculs pour être... Donc, et quand il lance, il simule peut-être 10 secondes après, il me dit que le processeur est saturé. Bon. Si chez vous, vous parvenez à simuler des trucs un peu complexes comme ça, là, c'est mieux. Mais notez quand même à l'esprit que vous pouvez simuler ça bloc par bloc. Donc, bloc par bloc, vous pouvez simuler bloc par bloc. Après, vous faites des tests pratiques de cela. Ça fonctionnera également très bien. Donc, maintenant, l'important est donc de maîtriser le rôle de ces composants-ci et de connaître, de faire un échantillonnage ici. Par exemple, là, on sait que la tension ici qui sera présente ici sera toujours de 5 volts. Donc, vous pouvez faire un échantillonnage avec les 5 volts là et voir en fonction ici que si la carte Arduino présente toujours 5 volts ici et que là, on a 10 volts, quelle est la tension ici? Peut-être, je ne sais pas, ça peut peut-être 1 volt, peut-être 1,5. Vous dites, bon, 1,5 ici correspond à 10 volts. Parce que là, c'est pas une... je me plais à dire que c'est pas linéaire.
Donc la zone linéaire du PC817 est très réduite, donc ce n'est pas un asservissement linéaire. Donc on va dire plutôt que c'est un asservissement, je sais pas si je peux dire, bon, c'est une fonction d'asservissement. C'est mieux de le dire ainsi. Donc ce n'est pas à dire que comme un vol a produit 10 volts ici, 2 volts ça va correspondre à 20 volts. Donc si vous faites ça, vous vous mettez le doigt dans l'œil parce que ce n'est pas exactement linéaire. Donc il y aura souvent peut-être 2 volts ici va correspondre plutôt à 15 volts ici. Donc c'est une fonction à étudier et à prendre en compte dans votre programmation. J'ai dit je ferai probablement une vidéo pour le programme de fonctionnement de celui-ci. Mais pour ceux qui s'y connaissent un peu en coach, je ne vais même pas dire beaucoup, s'y connaissent un peu, ils doivent voir que programmer ça n'est pas vraiment bien difficile. N'est pas bien difficile et je pense que jusque là. Maintenant, pour l'alimentation de notre carte Arduino, il a noté que pour les besoins de la vidéo, je n'ai pas pris un transformateur point milieu avec un secteur juste pour délivrer la carte Arduino. Mais en pratique, c'est ce qu'il faudra faire. Parce que là, quand la carte Arduino va commencer à tirer des puissances, va commencer un peu à demander une énergie un peu plus conséquente, cette configuration, ce n'est plus qu'une configuration, on va dire peut-être de démarrage. Donc, ce qui est souvent mieux et ce qui est à faire, j'aurais peut-être dû le faire. Donc, je vais prendre des transformateurs. Je vais prendre les transformateurs. Donc, si non, pas, je fais pas de point milieu. Je peux prendre ça. Bon. Donc, on va prendre ça. Dans un simple primaire, mais qui induit deux secondaires. Donc, on va placer comme ça. Donc, ceci étant donc fait, nous pouvons connecter ceci comme ça, connecter ceci comme ça. Donc ça, ce sera notre secondaire proprement dit. On peut le reculer un peu. Pourquoi pas. Maintenant, sur ceci, nous pouvons interconnecter ce côté-ci avec la masse commune et se servir de ce côté-ci comme alimentation permanente parce que cette alimentation-ci ne pourra pas fournir dans ce bricolage-ci, ce n'est qu'un chemin on va dire, ce n'est qu'un chemin de démarrage. Donc, si on place une diode ici, bon, la diode, vous devrez choisir une diode qui puisse commuter des hautes fréquences. Donc, cherchez une diode ultra rapide, bon, une diode rapide, on va dire comme ça. Une diode rapide. Une diode rapide qui pourra donc commuter dans ces puissances-là. Donc là, nous pouvons placer le châssis là. Donc on peut donc interconnecter, vous voyez, on peut interconnecter les masses avec celui-ci parce que ce côté est censé alimenter la carte de programmation. Est-ce que en passant là, est-ce que c'est hygiénique? Bon, oui. Et peut-être là, nous pouvons placer une diode Zener, pourquoi pas. Nous pouvons placer une diode Zener peut-être de 5 volts, mais à quelle puissance? J'aurais aimé demi-watt peut-être. 500 milliwatts, c'est pas beaucoup. Ouais, 5 volts, 500 milliwatts, pourquoi pas. On peut placer une diode Zener ici. Qu'on va faire roter comme ceci. Vous voyez qu'on peut placer une diode Zener ici. Donc vous voyez que dès que le rôle de ce circuit, le rôle de cette ligne ici, ce sera juste pour le démarrage. Après le démarrage, l'énergie viendra donc de cet enroulement auxiliaire. De cet enroulement auxiliaire, si ce qui sera mieux, on peut un peu augmenter des capacités un peu plus costauds ou peut-être... Oui, pourquoi pas. Non. Donc, pourquoi pas, oui. Donc,
Jusque là, je pense que tout est bon. Donc voilà donc le schéma typique si vous voulez réaliser avec isolation de tous les côtés et utiliser des circuits à optocoupleur et à TL431. Donc si vous voulez utiliser ça avec un microcontrôleur, voilà donc la configuration que vous pouvez réaliser et ça fonctionnera correctement, moyennant une bonne programmation. Donc j'espère vraiment que la vidéo pourra vous aider. J'espère vraiment qu'elle pourra vous aider parce que c'est l'objectif. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Je répondrai dès que possible, le plus tôt possible, dès que je verrai le message. Je vous dis merci pour le soutien et à très bientôt. Bonne continuation à vous.